Pour mieux connaître et comprendre la vie de ces hommes et femmes du fleuve, rejoignons Nabom, digne descendant des trouvères de Loire, qui colportait de village en château des histoires inspirées de faits réels ou imaginaires. Cet homme d'une extrême sensibilité qui, au-delà des boniments qu'il nous distille avec humour, nous fait vivre ses histoires avec son cœur. Auguste Léger, Gugus pour les cutéreux et la maille pour les chilanlots, né en 1871 à Neuvy-sur-Loire et rejeton d'une famille de mariniers depuis l'arrière-grand-père Aristide, né en 1770, j'ai la prétention de penser que je fus le dernier représentant d'une noble confrérie, celle des gars qui allaient sur la Loire pour y transporter toutes sortes de choses. C'est d'ailleurs fort de cette conviction que je fis graver dessus ma tombe « C.J. le dernier marinier de Loire », avec deux fiers accents circonflexes pour évoquer le temps jadis où je portais le grand chapeau de feutre noir. Mon premier voyage, je m'en souviens comme si c'était hier. Il est vrai que j'ai désormais l'éternité devant moi, le temps n'a plus de prise sur mes souvenirs que je dois enjoliver sans doute. Vous ne m'en tiendrez nullement rigueur. J'avais 12 ans. Je quittais alors une école qui m'avait permis d'apprendre à lire et surtout à compter, un savoir fort utile dans la profession. Nous étions en 1883. Le train à vapeur avait déjà mis à mal le métier même, si des salambardes taillées à la va-vite et à coups de serpe continuaient à descendre la rivière. Chez nous, à Neuvy, les salambardes nous venaient de la Loire d'en haut. À leur arrivée, nous les vérifions, les renforcions, les calfations, avant que de leur fixer sur les bords à l'avant et à l'arrière des planches taillées en dents de scie, les arronsoirs, pour permettre d'arc-bouter les bateaux durant la manœuvre. Ces radeaux d'une vingtaine de mètres de long devaient leur robustesse d'une part à leur souplesse, car il y avait point une pointe, et d'autre part parce qu'elles étaient en pin. Ces curieux bateaux, contrairement aux gros chalands de la grande marine de Loire de Nantes à Orléans, étaient équipés de rouettes, sorte de cerceaux de bois fixés sous le plancher, dans lequel on passait des gerbes de 7 à 8 mètres de long afin de ralentir ou d'immobiliser le mouvement en soulevant le dispositif. Nous transportions le plus souvent du bois, environ 30 mètres cubes de planches ou de charbon venant du Forez. À Neuvy, nous échangions la cargaison pour des poteries du pays, ou bien encore pour porter notre blanche aux faïences de Laval, notamment celle de Gien. Les pots, à l'époque, étaient très demandés pour mettre le lait, ou bien davantage du vin. La navigation n'a jamais été simple sur la Loire, quelles que furent les époques. D'ailleurs, nous ne naviguions que quand la rivière était à flot, c'est-à-dire qu'elle avait assez d'eau pour éviter le piège des bancs de sable où l'on risquait de s'engraver. Mais ce n'était point là le seul danger. Il y avait des passages redoutables, comme le rapide du Jard à Housson-Aubin, le Jard aux Oies de Saint-Brisson, le courant d'Argent à la ferme de la Rivotte à Briard. Pis encore, le passage de certains ponts était redoutable. Il fallait alors biller, c'est-à-dire arrêter le bateau en amont du pont, le faire pivoter d'avant en arrière, afin de le laisser traîner l'ancre et parfois le soulever avec un peu de no-bourde. Malheur si soudainement un coup de vent plaçait l'embarcation en travers ou que de la patouille s'accrochait à un caillou. C'était le naufrage. Beaucoup de mariniers ne savaient pas nager. Le trajet normal de Neuvy à Orléans se faisait en 10 ou 12 jours, tant les escales nous prenaient du temps. La navigation à la valaison proprement dite allait à la vitesse de 7 à 8 km à l'heure. Nous avions des repères laissés par le toutier pour suivre le chenal. Celui-ci allait à l'avant du bateau, environ 1 kilomètre devant. Il plantait des tiges de bois dans le sable.
Celle qui était courbée en crochet indiquait le côté mare, tandis que l'autre, plantée verticalement, marquait le côté galarne, sur la rive droite. De Neuvy, où nous partions souvent avec 35 tonnes de peaux, avant d'atteindre Orléans, nous faisions escale à Agen, Laronce, Ouzouer, Sully, Bouteille, Saint-Benoît, Siglois, Châteauneuf, Jargeau, Saint-Denis, Sandillon. Notre arrivée provoquait la fermeture des boutiques. Chacun venait faire des emplettes au bateau. C'était la fête. À Sully, Carotte, un vieux nautier, arrivait avec son violon pour faire danser le monde. Que de beaux souvenirs! Les cabarets de Loire ne manquaient pas. Ils avaient des noms en rapport avec l'activité fluviale. Je me souviens avec nostalgie du Bouchon, de la Bonne Matelote, de l'Auberge de la Marine et de l'Ancre. Il y coulait du vin à flots, et les hommes buvaient et fumaient le cigare, ou buvaient encore un coup d'arquebuse, un coup de bordées interminable. Bon, mon petit gars, c'est pas tout. Mais tout défunt que je suis, j'ai grand soif. Tu vas me payer quelques chopines en dépit de ton maudit préfet qui nous en prime à cette heure, et nous reprendrons ensuite notre conversation. Oh, je t'évoquerai alors le quotidien des mariniers d'alors. Dieu, quelle belle époque c'était. Mais en attendant, j'ai le gosier qui me brûle, il va falloir attendre un peu. Je risque peut-être de me répéter, c'est ben là le risque à mon âge, mais qu'importe. Laissez-moi remonter le fil de ma mémoire. L'équipage d'une salombarde était composé de 3 hommes, des gaillards qui n'avaient pas froid aux yeux. Nous descendions le plus souvent à couple, en nous liant à un autre bateau quand c'était possible, en laissant un léger décalage dans le sens de la longueur entre 2 poupes. Ainsi l'ensemble était plus manœuvrant. Quand nous étions seuls, un matelot était au gouvernail, l'autre à l'avant, et le troisième prêt à intervenir tout près de l'ancre. Si les salambardes de Saint-Rambert à Roanne n'étaient pas équipées d'ancre, c'est dans le port de Roanne que les marins récupéraient une ancre, ustensile indispensable pour la suite du voyage, avant de descendre la rivière. Quand nous étions en convoi, il était conseillé d'envoyer sur l'avant un toutier. Je crois vous en avoir parlé la dernière fois. Malgré toutes nos précautions, il nous arrivait souvent de nous engraver. Pour désagréable que c'était, je me souviens aujourd'hui avec une certaine nostalgie de cet incident. Il est vrai qu'il nous fallait alors nous mettre à liot avec les moyens du bord et de gros efforts pour frayer un passage dans le sable qui nous emprisonnait. Ce fut parfois de vraies parties de rigolade, une fois la libération obtenue. Les glaces étaient, elles aussi, un autre piège. J'ai toujours froid dans le dos à cette terrible évocation. L'embâcle d'abord, qui enserrait les embarcations dans un étau de glaçons qui s'empilaient les uns sur les autres. Il fallait libérer tant bien que mal les bordées, ou voir le bateau littéralement exploser. Mais une fois le dégel revenu, un autre danger plus sournois encore se présentait avec la débâcle. Le gel pouvait provoquer une vague soudaine d'une violence inouïe qui risquait de tout emporter. La crue, elle aussi, compliquait notre tâche. Il fallait alors souvent se mettre à l'abri en pointant le nez du bateau dans un petit affluent, à la condition que celui-ci ne fût pas lui aussi en furie. Je sais que des mariniers de vos jours prétendent parfois que nous naviguions lors des crues. C'est foutaise que cette affirmation. Nous étions bien trop occupés à aller secourir les braves gens sur des bateaux plus petits et plus manœuvrants. Mais revenons aux périodes d'excès d'eau. Le risque était alors pour nous de ne plus être en mesure d'utiliser la bourde, devenue trop courte pour prendre appui sur le fond. Le bateau allait ainsi à sa guise et malheur à celui qui se trouvait alors à proximité d'un derrière de courant. Nous passions notre vie sur le bateau. Nous étions de véritables nomades, en dehors du service sur le pont durant le trajet, et pendant les heures de jour, nous passions nos soirées et nos nuits dans la cabane appelée encore le Carré. Cet endroit peu spacieux,
c'est le moins qu'on puisse dire, nous servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher pour 3 gaillards, dois-je vous le rappeler. Nous avions de la paille pour toute paillasse, et notre couverture était ce fameux garillot, grande cape de laine épaisse qui tentait de nous tenir au chaud. Nous n'avions de cesse de calfeutrer les planches disjointes de la cabane pour éviter les courants d'air qui nous glaçaient les sangs. Nous avions une tenue de travail, un pantalon de velours, une blouse courte, des souliers et notre bio chapeau de feu. Les mariniers d'alors aimaient se distinguer à la manière des flibustiers. Ils portaient aux oreilles 2 anneaux d'or fichés à chaque lobe. Dans le second était incrustée une ancre. En dehors de cette fantaisie, rares étaient les bijoux. Il est vrai que nous nous trouvions souvent dans l'îlot. Pour résister d'ailleurs, nous avions une nourriture saine et copieuse. Du poisson, que nous n'hésitions jamais à braconner, mais aussi de la viande hachée, servie en boulettes, accompagnant des légumes. Nous avions toujours du pain et du fromage de chèvre que nous achetions en cours de route. Je ne vous ferai pas l'insulte de préciser que nous ne disposions pas de réfrigérateur. Nous buvions beaucoup, surtout à terre, dans les innombrables estaminets qui bordaient la Loire. Nous avions une préférence légitime pour notre vin de Loire. Chacun de nous n'aurait songé à boire autre chose à l'exception de la fameuse arquebuse, le seul médicament du bord. Pour nos ablutions, nous disposions d'un petit bateau dit bachot, sur lequel se faisait notre toilette et nos besoins intimes. C'est à cause de lui que nous héritâmes du surnom de Chi dans l'eau. Dois-je vous faire un dessin? Le bachot servait encore aux éventuelles réparations, à la pêche, pour pas toujours légales, et à nos visites à terre si nous voulions préserver le chargement des visites d'éventuels chapardeurs. La navigation se faisait essentiellement à la descente. Rares furent les fois où je trouvais chargement pour la remonte. Il faut convenir que la durée du trajet était alors plus aléatoire encore, cumulant les besoins d'eau et le vent favorable. Le plus souvent, nous vendions le bateau à l'arrivée au prix de 200 à 400 francs, après avoir récupéré les cordages. Il nous fallait alors remonter à pied ou bien en diligence et plus tard en chemin de fer. Je vous laisse une fois encore. Je retourne voir Saint-Pierre qui aurait, d'après mon ange gardien, quelques remontrances à me faire. Est-ce que j'enjolive trop cette époque glorieuse? Je n'en sais trop rien. Ah, mon âge, la mémoire n'est pas plus fidèle que nous le fûmes nous autres en cette époque. À bientôt pour la fin de mes souvenirs. Le maître des clés et des âmes me permet de continuer mon récit. Écoutez un peu ce passage. Saint Nicolas, notre saint patron, n'était pas le seul à nous concilier le ciel. L'assurance céleste étant toute relative, il convenait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Clément, Roche, Catherine, Mathurin, Erasme et Saint-Pierre en personne viennent nous apporter leur protection en cas de besoin. Pour nous, malgré tout, rien ne vaut la Saint-Nicolas. Il n'est d'ailleurs qu'à voir les croix qui lui sont dédiées et qui garantissent les passages difficiles, notamment sur nombre de nos ponts. Une petite prière et un signe de croix ne fait de mal à personne, y compris quand ils émanent de lascars peu fréquentables. De toute manière, Dieu reconnaîtra toujours les siens, et jamais il n'y eut plus respectueux du sang du Christ que les mariniers de notre Loire, qui non seulement le transportaient à longueur de flot, mais le buvaient avec une dévotion sans pareille. Si sur le calendrier la Saint-Nicolas, patron des mariniers, est célébré le 6 décembre, nous autres, nous n'avions guère de temps à lui consacrer alors que la rivière était à flot, c'est-à-dire qu'elle était navigable ou marchande. C'est ainsi que nous trouvions une période plus propice pour lui consacrer une procession. Il convient de ne pas mélanger les affaires et les superstitions. À Sully, nous fêtions le patron le 10 septembre, une période creuse pour nous, entre les moissons et les vendanges pour lesquelles nous trouvions toujours embauche. N'oublions pas la croix Saint-Nicolas de Saint-Père et de Sully. Elle prouve notre attachement à ce personnage, tout comme elle
montre que des croyances populaires s'y attachent toujours. C'est ainsi qu'il se murmurait que les femmes en mal de mari ou d'enfant devaient, à la nuit de la nativité, faire 3 fois le tour de la croix pour être exaucées l'année suivante. Il me semble avoir déjà entendu cette histoire racontée par un gamin de Sully. Quant aux mariniers, la croix leur servait de point de repère et d'encouragement pour franchir le pont. Se concilier la bonne fortune est toujours utile. Permettez-moi de vous dire par le cœur ce que nous avons fait graver par Henri Paulet sur une plaque en cet endroit. Nos mains en ton honneur élèvent cette croix, et nos cœurs te supplient lorsque parlent nos voix. Ô grand Saint-Nicolas, exposé au naufrage, si tu ne pries pas pour nous, quel sera notre sort? Sois-nous toujours propice, et conduis-nous au port du salut, là, pour nous, plus d'orage. Partout dans le Loiret, on fêtait la Saint-Nicolas. Je veux bien vous faire de mémoire les villes qui honoraient le bonhomme. Neuvy-sur-Loire, Châtillon, Briard, Gien, Saint-Père, Sully, Saint-Benoît, Châteauneuf, Jargeau, Combloux, Orléans, Saint-Hilaire-Saint-Mémin, Lailly-en-Val, Main-sur-Loire, Beaugency, et peut-être d'autres encore. Montargis sur le canal n'échappe pas à la règle, et Olivet sur le Loiret non plus. Alors vous voyez, tant de villes qui célébraient la Saint-Nicolas dans notre Loiret. Je dis pas ce qui se passait en Bretagne et sur les autres rivières. Les légendes porteuses du mythe de la Saint-Nicolas sont nombreuses. C'est dans le texte sacré que l'on trouve les raisons de l'attachement des mariniers à Saint-Nicolas. Des matelots étaient pris dans la tourmente. Ils devinaient leur fin proche. Dans le désespoir, ils se mirent à prier en invoquant le nom de Saint-Nicolas. Le miracle a eu lieu, le protecteur surgit des flots démontés et ramène le calme sur les eaux. Leurs vies sont sauvées et ils vouent alors une dévotion sans limite pour ce saint homme. Une autre histoire, datant de la grande embâcle de 1812, rappelle pareille anecdote. Louis Grolier, dit Tibi, de Saint-Thibault-sur-Cher, est un marinier allant son train avec toute sa fortune embarquée sur son chaland. Quand la catastrophe survient, il est pris au piège de la glace. L'homme n'a qu'une idée en tête, sauver son embarcation et les marchandises qu'il transporte. Un naufrage sonnerait le glas de son commerce de voiturier sur l'eau. L'homme évoque Saint-Nicolas, lui demande son aide pour échapper à la catastrophe. Il obtient ce qu'il demande et posera en cet endroit une croix de fer sur la levée face à la Loire. Mais revenons à la procession et à la fête. La veille au soir, les mariniers se regroupaient pour faire une grande retraite au flambeau. Nous coupions de vieilles cordes, nous n'en manquions pas, que nous trempions dans le goudron pour qu'elles brûlent mieux. La retraite était ponctuée de grands coups de fusil qui étaient tirés devant les croix et la statue de Saint-Nicolas. Le soir, nous faisions ensuite grande libation avec tous les compagnons de la confrérie. Mais personne ne manquait le lendemain à 10 heures à la grand-messe. L'église ayant été somptueusement décorée pour les mariniers, elle affichait complet. Pour l'occasion, nous étions tous revêtus de la redingote et du haut de forme. Nous nous rendions à l'église en grande possession, rangés 2 par 2 derrière le drapeau de la confrérie. La musique nous précédait dans les rues de Sully, tambours, clairons, pistons et violons. Nous faisions halte devant la statue du saint patron. Là, nous formions une double couronne pour lui rendre hommage et reprenions la route jusqu'à l'église. Nous étions rangés par âge, les plus anciens devant, les femmes, les enfants fermaient la marche. À l'église, il y avait du pain béni, des sermons et de beaux discours. Ne pensez pas que la journée se terminait par un banquet tout pété. Ben au contraire, chaque marinier se faisait un point d'honneur à recevoir chez lui parentèle et voisins pour leur offrir un repas abondamment garni. Puis, tout ce beau monde se retrouvait pour digérer autour d'un parquet lors d'un bal à vous faire tourner les têtes et marier ceux qui ne l'étaient pas encore. Le lendemain matin, nous nous retrouvions tous à l'office pour une messe à la mémoire des défunts et des gars qui avaient péri sur les flots. La dignité était alors de mise. Dans la commune où je suis né, à Neuvy, après la messe funèbre, les mariniers se retrouvaient pour élire en plein air le nouveau syndic de l'année. Curieusement, en fait, nous élisions le second du syndic, celui qui l'accompagnerait toute l'année.
le second de l'année précédente devenant cette fois le syndic de l'année en cours. Le syndic de l'année passée remettait alors le drapeau de la confrérie à son successeur, et celui-ci le gardait toute l'année chez lui. Le culte de Saint-Nicolas était si ancré dans la tradition marinière que, si, par étonnant que ça puisse être, des gars étaient sur l'eau ce jour-là, ils amarraient leur bateau et participaient à notre fête. Il n'y avait pas d'exception. Ce que je vous raconte là s'éteignit progressivement avec la disparition de la marine de Loire. Les dernières célébrations eurent lieu à la fin du XIXe siècle, dans les années 1890. Elle ne pensait pas que sur la Loire il y avait que des mariniers. Il y avait bien d'autres métiers. Quant à moi, j'ai résisté tant que j'ai pu. Je me suis même construit, c'était folie, une salambarde en chêne pour continuer malgré tout mon activité. Je l'avais baptisé le Bossuet. Ben malement pris du reste. En février 1895, une banquise gigantesque de glace se forma sur la Loire. En certains endroits, elle mesurait jusqu'à 13 mètres de haut. Elle se constitue en amont du pont suspendu de Sully-sur-Loire qui manqua de peu de disparaître à cette occasion. Naturellement, une crue énorme et catastrophique accompagna la débâcle, la fonte de la glace. Le 20 mars, ma belle salambarde dévala jusqu'à Orléans, incontrôlée et folle. Puis elle poursuivit sa route, passa miraculeusement tous les ponts pour aller mourir, et véritablement se déchirer au pont du fer à cheval à Nantes. Elle avait fait seule le dernier voyage. Le métier, à l'image de mon beau bateau, était mort. Je n'avais plus que mes souvenirs pour que ne disparaisse pas la grande épopée de la marine de Loire. Merci de m'avoir redonné vie durant quelques heures et de m'avoir écouté, là, vous autres. Ben, ma petite gamme, me voilà revenu. La Loire pensait s'être débarrassée de moi après le naufrage de mon Bossuet en 1895. Et moi, j'avais renoncé définitivement à elle, comme dans un vieux couple lorsque le divorce est prononcé. J'étais plus bon qu'à me poser le cul sur un banc de pierre, au pied de la cale du Passeur à Saint-Père-sur-Loire, les yeux dans le vague. J'ai même fini par raconter mon histoire à Louis Martin, notre historien local, belle plume du journal de Gien. Il a, dans la foulée, écrit un petit livre, Le dernier marinier de Loire. J'ai été installé dans un rôle de vieux témoin qu'on sort au coin du feu pour raconter des sornettes. Les gamins m'écoutaient, le sourire aux lèvres, regardaient la rivière et n'y voyaient pas trace d'un seul bateau. Et ils me prenaient pour un pauvre fou qui radote. Je pensais ne plus jamais remettre les pieds sur la dame quand, au couchant de ma vie, le diable est venu me chatouiller les arpions. Je dis le diable alors que je devrais plutôt évoquer de bons petits diables. Des gamins en culotte courte, éclaireurs de France qui voulaient faire la nique aux catholiques. Après ce que je vous ai raconté sur Saint-Nicolas, j'ai bonne mine de parler ainsi, mais c'est ben la vérité vraie cette affaire. Attendez un peu que je vous narre ça dans le détail. J'ai d'ailleurs tout mon temps. Ça fait bateau 75 ans qu'on m'a entarré dans le champ de Navio. Je peux même me berlasser tout mon sou et bagnoder en longueur pour un coup qu'on m'a relâché là-haut. Je vois pas pourquoi j'en profiterai point. Je pension que vous avez besoin de quelques éclaircissements. Je vous devine chafouin d'en entraver rien à mes élucubrations de gisant sur le retour. Si vous n'étiez pas là depuis le début, j'allais vous remettre au dré. Je suis né en 1871 à Neuvy-sur-Loire. Dès l'âge de 12 ans, j'ai navigué sur des salambardes que vous nommez sapines de nos jours. Le malheur a voulu que le chemin de fer mette le métier que j'avions embrassé à terre. J'ai résisté tant que j'ai pu, vouloir pousser l'inéluctable. Un mot ben savant que m'a enseigné le bonimenteur. Comme je vous l'avons narré, c'est la débâcle qui a brisé mon bateau et mes ultimes espérances de vivre sur la Loire. J'avions 24 ans et une vie de cutéreux pour toute perspective. C'est au couchant de mon existence que le bon Dieu me tendit une dernière bourde, enfin une perche pour ceux qui n'entravent à rien à notre façon de dégoiser.
8 mois avant de me rappeler à lui, le grand Saint-Pierre m'a fait la plus belle, la plus merveilleuse des offrandes. Une dernière descente sur la Loire, alors que j'étais presque rendu au bout de mes peines. Des éclaireurs de France, des laïcs, voulaient répondre à leur manière à la grande possession de la Vierge de Lourdes à Boulogne, organisée par les guides de France en 1945 pour célébrer la fin de la guerre. À leur tour, les éclaireurs voulurent organiser un événement fédérateur sur une grande partie du cours de la Loire. C'est ainsi qu'ils sortirent des oubliettes de l'histoire le texte de Jean-Baptiste Grosset, Vers vert, écrit en 1735, ça fait une paille ça. Ce poème héroïque narre l'aventure ligérienne d'un perroquet fort bavard descendant la Loire de Nevers à Nantes en compagnie de mariniers qui lui en firent perdre son latin. Un récit qui symbolise parfaitement le folklore de Loire. Je crois inutile de vous en remémorer l'argument. Toujours est-il que les Schnappants construisirent un fût trop avant que d'autres s'attribuent le renouveau de la marine de Loire. Le bateau faisait 12 mètres de long, il était tout en bois et ils partirent le 15 avril 1946 de Nevers. Et fort logiquement firent escale à Saint-Père-sur-Loire. Malgré mes 75 ans, ma santé chancelante, je demandais aux gamins de faire un petit bout de chemin en leur compagnie. Mon Dieu, comment vous dire le bonheur fou de retrouver la Loire, de la sentir vibrer sous ce bateau de bois, de donner des conseils assez drôles qui n'avaient peur de rien. C'est pas pour dire, mais ils allèrent jusqu'à Nantes où ils accostèrent le 1er avril 1947 sur une rivière en crue. Ils n'avaient pas froid aux yeux, les lascars, et ils me firent couler des larmes sur les miens. J'ai trouvé le temps de cette merveilleuse descente trop court, à mon goût. Le parfum des berges, le murmure du vent, les frémissements de l'eau, les couleurs d'un ciel qui se confond dans les flots. Je crois bien qu'en dépit de mes douleurs, je me suis senti revigoré. J'avais pas peur d'affirmer que ce remède me donna 8 mois de répit avant de quitter ce monde. Pour l'occasion, j'avais revêtu mes habits du dimanche, chemise blanche, cravache, veston et mon beau chapeau de feutre navy. J'ai failli tailler ma moustache et je peux vous dire que j'étais fier comme Artaban sur l'avant du rafio. Je n'aurai jamais assez de mon éternité pour remercier ces éclaireurs qui ont illuminé mes derniers instants de vie. Quant à leur formidable épopée de Nevers à Nantes, elle donna lieu tout au long des 26 étapes du parcours à de formidables animations nautiques, des régates, des rencontres sportives sur l'eau, preuve alors de la grande vitalité de la navigation de plaisance sur la Loire, tombée en désuétude quelques années plus tard à cause des marchands de sable. Je laisserai le bonimenteur vous raconter une autre fois la grande descente de Ververs. Cette fois, je retourne définitivement là où cette fripouille est venue m'importuner. Finalement, j'y ai pris grand plaisir, et je vous souhaite de la réjouissance, à vous qui êtes encore en vie.